Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur Merci. CNews et Europe 1. Vous êtes le président des Droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Tout à l'heure, Monsieur Ciotti, se tiendra un conseil interministériel de l'immigration avec notamment pour objectif de voir ce que peut faire la France face au régime algérien. Le Premier ministre promet des décisions. Le ministre de l'Intérieur ne cesse d'appeler au bras de fer avec Alger. Et on a appris hier, selon le ministre des Affaires étrangères, que déjà la France interdit d'entrer plusieurs dignitaires algériens. Est-ce que vous voyez là, Éric Ciotti, un sursaut, une réaction salutaire? Attendons de voir les conclusions de cette énième comité. Dès qu'il y a un problème, le gouvernement ou le président de la République convoque un comité. Nous, ce que nous attendons, c'est des actes. Et moi, ce que j'attends de cette réunion, c'est enfin du courage. C'est enfin de cesser de subir cette humiliation algérienne, répétée, multipliée, ces provocations de la part d'un État voyou, d'un État qui a pris en otage Boualem Sansal, qui est animé par cet esprit de liberté, qui est emprisonné, dont la vie est menacée, qui est malade et qui reste dans les geôles de cette dictature terrifiante. Nous devons réagir. Et vous ne voyez pas un changement de ligne et de paradigme depuis quelques heures ou quelques jours? Pour l'instant, je ne les vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas de changement. J'entends des paroles, j'entends des paroles contradictoires d'ailleurs, entre celles tenues par le ministre des Affaires étrangères qui en gros nous a dit circuler, il n'y a rien à voir, on a pris quelques mesures sur des dignitaires, on ne sait pas lesquels, et le ministre de l'Intérieur qui, pour reprendre le mot d'un de vos confrères ce matin, fait de la politique avec le mégaphone, mais nous attendons les actes. Mais quels actes? Vous dites, Éric Ciotti, là vous avez parlé d'État voyou, vous dites plus aucun visa, c'est-à-dire Absolument. Zéro visa en attendant qu'Alger reprenne, dites-vous, les ressortissants. Il faut suspendre tous les visas, l'octroi de tous les visas aujourd'hui. Nous avons donné l'année dernière, en 2024, 250 000 visas aux Algériens, alors qu'ils n'ont repris sur les OQTF, quasiment 35 000 OQTF concernant des Algériens, ils n'en ont repris que 2 000. J'entends. Mais ça veut dire que c'est un taux extraordinairement faible. Mais vous voulez faible. un bras de fer ou une rupture définitive avec l'Algérie? Il faut imposer aujourd'hui la volonté française. Il ne faut plus se laisser marcher dessus par cet État, et donc il faut répliquer. Je prends l'exemple de ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie et les migrants que la Colombie refusait de prendre en provenance des États-Unis. Il a annoncé des sanctions immédiatement. Cette méthode a porté ses fruits. Éric Ciotti, il faut faire pareil. Est-ce qu'il faut punir, ou plutôt sanctionner le régime algérien, ou alors il faut punir tous les Algériens qui seraient quelque part comptables de l'attitude de leur gouvernement, alors qu'il y a encore quelque temps, je le rappelle, il y a eu une révolution avortée dans le pays. Est-ce que le zéro visa ne punit pas tous les Algériens? Avec beaucoup de victimes. Vous avez raison, ceux qui sont en cause, ce sont ceux qui tiennent cette dictature militaire. Dans une forme de barbarie, de retour en arrière extrêmement grave. Je ne fais pas d'amalgame avec tout le peuple algérien, mais aujourd'hui, il y a un État qui dirige et il faut qu'il en subisse les conséquences. Les conséquences, elles sont de quels ordres? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est ça la question. Suspension de tous les visas tant que toutes les obligations de quitter le territoire à destination de l'Algérie ne sont pas exécutées. Tous les visas, indistinctement. Suspension des transferts financiers des Algériens de France vers l'Algérie. Gel aujourd'hui des biens, souvent mal acquis d'ailleurs. Il y a eu des procès, ce qu'on appelait les biens mal acquis à l'égard de dirigeants africains. On n'a jamais osé toucher les dirigeants algériens. Pourtant, il y aurait beaucoup à faire. Pourquoi, selon vous? Et à regarder. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'il y a une peur. Parce qu'il y a aussi cette forme de culpabilité devant l'histoire, dont M. Apathy, hier, dans un propos extraordinairement scandaleux, a été finalement l'exégèse, puisqu'il comparait la France en Algérie au nazisme. La colonisation il a convoqué l'image d'Oradour sur Vous avez réagi sur X. C'est une infamie. Mais ce sentiment, il a été partagé par d'autres qui nous dirigent. Vous avez dit, je croyais que Bruno Retailleau avait expulsé tous les influenceurs algériens, mais visiblement, il y en a encore un sur une chaîne de radio. Ça veut dire que vous le comparez à un propagandiste de haine aujourd'hui algérien? Monsieur Apathy a repris mot pour mot
la propagande du gouvernement algérien et du président algérien. C'est exactement les mêmes termes. C'est extrêmement grave. J'aimerais d'ailleurs que l'ARCOM réagisse à de tels propos. Éric Ciotti, on a appris par ailleurs, selon les informations du journal Marianne, que des visas ont été accordés à des imams algériens. Pourquoi ? Parce qu'il y a la période de Ramadan qui va débuter et donc ce sont des récitateurs. Ils viennent pour évidemment la prière dans quelques jours. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous estimez que c'est un double discours du gouvernement ou est-ce que vous dites ça, c'est la liberté religieuse ? Bien sûr, c'est un double discours. Ça montre aussi que on a des paroles fortes, et notamment le ministre de l'Intérieur, mais des actes très faibles. C'est une forme de lâcheté. Et puis, j'ai vu... De lâcheté ? Vous savez, j'ai regardé un peu, parce que nous étions intervenus à LR, lorsque j'étais président des Républicains, notamment avec Bruno Retailleau, contre ces imams qui, à l'époque, étaient détachés. J'ai retrouvé un tweet de Bruno Retailleau qui attaquait, c'était à l'époque M. Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, sur ce sujet. Et hier, il justifie en disant que ces imams étrangers vont participer à l'intégration des musulmans à la communauté musulmane. Mais comment pouvoir participer à l'intégration à la communauté nationale, ce que nous souhaitons tous, naturellement, avec des imams venus de l'étranger. Attendez, je vous pose la question. C'est une erreur profonde. J'entends. Et je la conteste violemment. Est-ce que ce ne sont pas deux dossiers différents ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est une question que je vous pose, de vouloir punir tout le monde au nom du régime algérien aujourd'hui, y compris les musulmans de France ? Ce n'est pas une punition que d'éviter qu'il y ait une propagande étrangère avec des imams dont nous ne connaissons pas l'origine idéologique et qui sont souvent et qui sont systématiquement sous l'influence du régime algérien, au cœur d'une crise, de les accepter pour venir faire des prêches dans les mosquées en France. C'est pour moi une aberration et c'est une contradiction. Mais cette contradiction, elle est au cœur de ce qui fait la faiblesse de ce pouvoir, de ce gouvernement. Il est traversé de contradictions permanentes. Il dit tout et son contraire. Ses ministres s'opposent en permanence. Le Premier ministre ne tranche pas. Et on nous renvoie sur la question de l'Algérie à M. Macron, vous nous dites... qui le premier... Rappelez-vous, à parler de crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, vous nous dites ça le péché originel. qu'à l'issue de ce conseil interministériel, vous pensez que la ligne de Bruno Retailleau, qui est malgré tout, malgré ce que vous dites, la même que la vôtre, ne gagnera pas ? Je ne crois pas qu'elle gagnera, parce que ce gouvernement, il est marqué par l'impuissance, il est marqué par le en même temps. C'est une alliance avec les macronistes qui ont mis le pays dans cet état. Pour le vrai changement, c'est celui que nous prenons, nous allons en parler. C'est celui que nous portons avec une vraie alternance à droite, pas avec ce bricolage, avec désormais le soutien du Parti socialiste. Nous allons en parler, mais d'abord dans l'actualité, Éric Ciotti, il y a quand même, j'allais dire, des motifs pour se réjouir, mais soyons prudents, parce que les scènes hier entourant l'arrivée de Mohamed Amra ont pu choquer avec une nuée de caméras et de micros, ce sourire narquois, cette réponse quand il dit je vais quand même pas... Vous avez été choqué ? J'ai été choqué d'abord. Je vais quand même pas pleurer alors qu'on lui dit... J'ai été choqué de ce transfert devant les caméras. C'était pas en France, objectivement. Bien sûr. Mais cette morgue, ce sourire, j'ai pensé aux 2 agents pénitentiaires qui ont été assassinés, aux 3 autres qui ont été blessés. Et ça veut dire que ces personnes, quelque part, n'ont peur de rien, qu'elles défient l'autorité de la République et qu'elles se disent qu'elles sont plus fortes, qu'elles ont droit à tout. Avoir diffusé ces images, en tout cas, et les avoir laissées capter, m'a profondément choqué. Je trouve que c'est particulièrement scandaleux. Face à cette défiance, Éric Ciotti, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a souligné, je cite, la mobilisation et félicité la mobilisation des services de son ministère, les enquêteurs plus largement. Et il a eu cette phrase, plus aucun narco-criminel ne sera plus en sécurité où il se cache. D'abord, est-ce que vous félicitez évidemment nos services et est-ce que cette phrase montre une fermeté, on a des services de police judiciaire exceptionnels, on a des services de police en général très courageux, mais nos enquêteurs sont exceptionnels. Et d'ailleurs, ces procédures d'enquête qu'ils ont utilisées pour rechercher, pour retrouver Amra, dans un cas extraordinairement grave, qui a choqué toute la France, on devrait les faire diffuser à toute la délinquance. Il faut redonner à la filière d'investigation, à nos enquêteurs,
les moyens de travailler, y compris en termes de rémunération, parce qu'il faut un travail exceptionnel. Il manque aujourd'hui beaucoup d'enquêteurs. Dans une affaire comme ça, plusieurs centaines de policiers ont été mobilisés, mais au quotidien. Parce moi, que je le vois, considéré comme l'ennemi public numéro un, je le selon vois dans ma ville, à Oui. Nice, il manque des effectifs d'enquêteurs, il manque des effectifs de police judiciaire partout, parce qu'ils font un travail courageux, et ils n'en bénéficient pas des fruits. Certains vous diraient qu'en d'autres temps, ils ont été limités. Oui, mais c'était une erreur. Que ça soit hier ou aujourd'hui, ceux qui ont limité les effectifs de police ont fait une erreur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, contrairement à ce qui se dit, les effectifs diminuent. Les effectifs diminuent. Moi, je discutais hier avec un patron du renseignement intérieur qui me disait que sur son territoire, il perdait une dizaine d'agents au cœur de la menace terroriste. Donc, la réalité, elle est là aussi. Et il y a souvent un écart entre les discours et les actes. Eh bien justement, cet écart, selon votre allié, le Rassemblement national, il est symbolisé par Bruno Retailleau, et le RN, il est vrai, vise vertement le premier flic de France. Je sais que vous connaissez l'homme, je sais que vous appréciez ses convictions. Comment vous, aujourd'hui, vous appréciez les critiques vis-à-vis de Bruno Retailleau? Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude au sein du RN pour le cibler autant? Nous, ce qui nous importe, je dis nous, dans l'alliance que nous formons, que j'ai voulu former, pour porter une alternance à droite, qui est la seule qui, pour moi, peut changer le pays. Nous allons y venir. Peut faire cette révolution dont la France a besoin, alors qu'elle sombre. Et on le voit dans tous les domaines. Sur le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, ce que je lui reproche, on a sans doute les mêmes convictions. On a souvent œuvré ensemble. Mais aujourd'hui, il est prisonnier, otage même, d'un gouvernement. Les mots sont forts. Oui, otage du macronisme. Otage du macronisme. Si M. Bruno Retailleau occupe cette fonction, c'est parce que M. Macron l'a voulu, c'est parce qu'aux élections législatives, il y a eu une alliance qui est allée des amis de M. Bruno Retailleau, et des amis de M. Wauquiez d'ailleurs, jusqu'aux insoumis. Rappelez-vous les 100 retraits de candidats insoumis du nouveau Front populaire pour faire élire certains amis de M. Bruno Retailleau. Malgré tout, donc aujourd'hui, la petite musique qu'il fait entendre, selon vous, n'arrive pas à vos oreilles. Il est prisonnier de ce système. Comment peut-il porter... C'est un otage emprisonné qui peut partir quand il veut. Qu'il le fasse. Vous voulez qu'il démissionne ? Qu'il le fasse, mais quand on n'est pas en conformité avec ses convictions, quand on ne peut pas agir, il faut le dire. Moi, j'appelle... c'est à lui de décider, mais à un moment, je pense que la contradiction, elle sera évidente quand on voit que systématiquement, quand on a proposé avec le Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, le retour des peines planchées, M. Retailleau s'y est opposé. Quand on a proposé... Sur Retailleau, le gouvernement. Son ministre délégué, c'était M. Daragon à l'époque, qui est venu dire que ce n'était pas pertinent. On a proposé le même jour le retour à la double peine. Ce sont deux mesures, je prends ces exemples, que nous avions ensemble défendues. Pourquoi M. Retailleau s'y oppose aujourd'hui? Donc, c'est cette contradiction que je pointe. Mais c'est pas envers lui, c'est envers ce système. Il est quand même très ciblé par le Rassemblement national. Certains affirment que parce qu'il est l'homme aujourd'hui fort de la droite et qu'il inquiète. C'est cette coalition des contraires qui est la continuité de l'impuissance macroniste. Et je dis, on a raté une occasion au mois de juin dernier d'unir toutes les droites. Moi, ce que je regrette, c'est que M. Retailleau, il ne m'est pas suivi dans cette alliance. Parce que s'il m'avait suivi, il serait sans doute aux mêmes fonctions dans le gouvernement, mais nous gouvernerions à droite. Nous gouvernerions sur nos convictions et pas sur celles de M. Macron. C'est ça que je lui reproche. Et si je vous entends, Éric Ciotti, dans cette course aussi à la présidentielle, que vous connaissez bien, vous avez dirigé le parti, vous diriez ce matin que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, c'est bonnet blanc, blanc bonnet? Vous n'allez pas prendre parti? Je ne me mêlerai pas de cette petite compétition. Laquelle vous avez participé avant avec entrain. Une forme de... Oui, mais justement, j'ai tiré les conséquences de l'impuissance de ceux qui aujourd'hui entourent cette famille politique, ce que j'ai appelé les chapeaux à plumes, à agir. Quelque part, cette élection, c'est une primaire pour savoir qui sera le soutien de M. Édouard Philippe. Voilà, la question, elle est là. Je le dis très clairement. Vous verrez comment ça se termine. Je vois votre scepticisme. Non, pas scepticisme, je pose la question. Dans les sondages, il y a une percée quand même. Ce n'est pas de ce côté, parce que les choix courageux n'ont pas été faits,
que le changement dont la France a besoin viendra. Il viendra de cette alliance des droites réelle, sincère, Éric Ciotti, que nous qui voulons. va jusqu'à Reconquête, l'Union des droites. Elle peut aller jusqu'à Reconquête. En tout cas, institutionnellement, il y a 2 groupes à l'Assemblée nationale. Il y a l'UDR, que j'ai l'honneur de présider, et il y a le Rassemblement national que préside à l'Assemblée nationale Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le parti. Cette alliance, elle est entre nos 2 formations. Après, elle aspire à rassembler tous les Français qui ne supportent plus qu'on dise tous les jours qu'il y a trop d'immigration, mais qu'on ne fasse rien. Les Français qui ne supportent plus qu'on dise qu'il y a trop de violence, mais qu'on ne fasse rien. Les Français qui disent qu'il y a trop d'impôts, mais on continue à accumuler chaque fois qu'il y a un problème, une taxe, un impôt supplémentaire. On a encore rajouté la barque dans ce budget fiscal lourdement. Les Français qui voient qu'on multiplie les tracasseries administratives, les contraintes contre les entreprises, contre la liberté économique. Ça, c'est le projet de l'Union des droits. Voilà, tout cela, nous allons le porter. Et le vrai changement, il est là. Le reste, c'est de la communication. Mais je crois que les Français ne croient plus à la communication. Je voudrais conclure, Éric Ciotti, cet entretien par les derniers jours de la chaîne C8 avant la fermeture depuis le non-renouvellement de la fréquence. Vous êtes exprimé à ce sujet, dénonçant une censure d'État. Le président Emmanuel Macron, depuis, a affirmé que ce n'était pas du tout une décision politique. Est-ce que vous maintenez, pour vous, c'est une censure d'État et donc une décision politique ? Bien sûr, c'est une décision politique. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on ferme l'Arcom plutôt que fermer C8. D'ailleurs, nous défendrons un texte dans ce sens à l'Assemblée nationale, parce que ça fait partie de ces institutions politisées qui ne servent à rien sauf être des courroies de transmission de volonté politique. Cette décision, elle est scandaleuse. C8, c'était la chaîne de la TNT, avec CNews, la plus populaire, la plus suivie, aimée des Français. Et on prive des millions de Français de leur chaîne préférée parce qu'un petit cénacle a obéi à des instructions politiques pour sanctionner un groupe de médias, parce qu'il est considéré comme mal-pensant. Voilà, c'est le problème français. On a une petite caste qui dit aux Français ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent penser, et ils aimeraient leur dire ce qu'ils doivent voter. Eh bien, la réaction, elle sera dans le vote pour balayer tous ceux qui, aujourd'hui, entretiennent ce système et, quelque part, portent atteinte à la démocratie. Parce que quand on ferme une chaîne de télé, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Merci Éric Ciotti, c'était votre grande interview. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.